La lutte contre la pauvreté est au cœur des politiques sociales, qu'elles soient nationales ou territoriales, et ce, avant même la création de l'État-providence. Depuis les années 80, ce modèle social se voit perturbé par les conséquences des crises économiques et des mutations liées à la mondialisation et aux transitions écologiques et numériques. La pierre angulaire du système de protection sociale est basée sur le modèle salarial. La montée du chômage de masse et la précarité qu'elle génère ont pour conséquence de nouveaux phénomènes de pauvreté qui avaient disparu pendant les 30 Glorieuses. Le travail se transforme, la famille se transforme, les modes de vie se transforment. Non seulement la pauvreté réapparaît, mais des phénomènes de rupture sociale, désaffiliation, exclusion, deviennent aussi la préoccupation des acteurs sociaux. De nouvelles politiques publiques se développent donc en réponse à ces évolutions. Les politiques d'insertion, la politique de la ville, une approche globale et intersectorielle de la lutte contre les exclusions. Il est important d'avoir une connaissance de ce contexte pour comprendre l'évolution des politiques sociales dans la lutte contre les exclusions. 3 thématiques caractérisent ce combat: l'accès au travail, l'aide matérielle et l'accès aux droits fondamentaux. S'inscrivant dans ce mouvement, 3 lois majeures sont votées en 1988, 1998 et 2008. Les liens entre ces 3 dimensions, travail, revenus et droits fondamentaux, sont en tension permanente et sous-tendent les différents choix politiques des années 80 à nos jours. C'est en 1987 que le père Joseph Wresinski, le fondateur d'ATD Quart Monde, plaide dans son rapport au Conseil économique et social, Grande pauvreté et précarité économique et sociale, pour le vote d'une loi contre l'exclusion. 1 an plus tard, le revenu minimum d'insertion, le RMI, est créé par la loi numéro 88-1088 du 1er décembre. L'article 1 précise « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l'économie et de l'emploi se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. L'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté constitue un impératif national. Dans ce but, il est institué un revenu minimum d'insertion. Ce revenu minimum d'insertion constitue l'un des éléments d'un dispositif global de lutte contre la pauvreté, tendant à supprimer toute forme d'exclusion, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la formation, de la santé et du logement. Cette formulation rejoint celle du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, reconnue par la Constitution du 4 octobre 1958. La Nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Revenus et insertion par le travail. En 1992, la loi numéro 92-722 du 29 juillet confie la responsabilité de la gestion du RMI aux conseils généraux, conseils départementaux aujourd'hui. L'article 1er stipule « Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général conduisent ensemble et contractuellement l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, avec le concours des autres collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment les associations concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. » À cette fin, il est institué un conseil départemental d'insertion, coprésidé par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général ou leur délégué. Le conseil départemental d'insertion élabore et adopte, avant le 31 mars, le programme départemental d'insertion de l'année en cours. Ce programme, qui s'appuie notamment sur les programmes locaux d'insertion élaborés par les commissions locales d'insertion et toute autre information transmise par celle-ci, évalue les besoins à satisfaire, compte tenu des caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. L'évaluation portera notamment sur le domaine social, le domaine de la formation, sur l'accès à l'emploi, au logement, à la santé, au transport, à la culture, sur la vie associative.
recense les actions d'insertion déjà prises en charge par l'État, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ou privé. Évalue, le cas échéant, les moyens supplémentaires à mettre en œuvre pour assurer l'insertion des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Évalue également les besoins spécifiques de formation des personnels et bénévoles concernés et définit les mesures nécessaires pour harmoniser l'ensemble des actions d'insertion conduites ou envisagées dans le département et pour élargir et diversifier les possibilités d'insertion compte tenu des contributions des différents partenaires. En matière de lutte contre l'exclusion, la loi numéro 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité détaille les missions du département ainsi que les outils qu'il convient de mettre en place. Le RMI introduit la notion de contrat entre le bénéficiaire et la collectivité, chacun s'engageant l'un à rechercher un emploi, l'autre à mettre en place les conditions favorisant cette insertion. L'individualisation de l'accompagnement et la notion de dispositif deviendront structurants pour l'action sociale. L'émergence des travailleurs pauvres, de plus en plus nombreux, conduit à revoir le dispositif RMI qui peine à répondre aux objectifs d'insertion qui lui sont assignés. Le 31 août 2007, Martin Hirsch, alors haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, défend une évolution du dispositif du RMI et plaide pour un revenu de solidarité active. Le RSA a été conçu pour supprimer les trappes à pauvreté, faire en sorte que pour ceux qui sont à l'âge actif, le travail constitue le socle des revenus auquel la solidarité nationale n'a pas à se substituer, mais qu'elle doit compléter. C'est le sens de la réforme qui vient d'être engagée et qui concernera les minima sociaux, la prime pour l'emploi et de multiples aides qui s'enchevêtrent aujourd'hui, notamment celles qui sont liées à ce qu'on a du mal à se résoudre à qualifier de statut chômeur, allocataire du RMI, bénéficiaire de l'allocation parents isolés et qui empêchent souvent d'en sortir. En témoigne cette personne qui m'écrivait récemment d'être prête à rembourser les 11 € d'augmentation de son revenu mensuel qui lui avait fait perdre le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire. La loi numéro 2008-1249, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, est votée le 1er décembre 2008. Et en 2009, le revenu de solidarité active se substitue au RMI et à l'allocation de parents isolés. Le RSA comportait à l'origine deux volets. Le RSA socle, qui attribue un revenu minimum aux personnes sans ressources âgées de plus de 25 ans sans revenu et des 18 ans sous certaines conditions. Son montant varie selon la composition du foyer. Le montant du RSA, à compter du 1er septembre 2017, est de 545,48 € pour une personne seule, 818,22 € pour un couple et 1145,50 € lorsque celui-ci assume la charge de 2 enfants. Les départements financent ce nouveau minimum social et les actions d'insertion correspondantes. Ensuite, le RSA dit activité, qui était destiné à compléter les revenus des travailleurs pauvres. Il était pris en charge par l'État. Depuis le 1er janvier 2016, il a été remplacé par la prime d'activité, qui est une nouvelle aide aux travailleurs possédant des revenus modestes. Un RSA jeune actif a par ailleurs été créé le 1er septembre 2010 en métropole, le 1er janvier 2011 dans les DOM. Il peut être versé aux personnes de moins de 25 ans, sans enfants à charge, qui ont dans les 3 années précédant la demande travaillé 2 ans. Ces dispositifs n'enrayent pas les phénomènes de pauvreté et d'exclusion. Aussi, la question d'un revenu universel de base émerge-t-elle lors des dernières élections présidentielles, provoquant le débat public. Quelques mots sur ce revenu universel. Certains présidents de conseils départementaux ont publié une tribune dans le journal du dimanche sur leur volonté d'expérimenter le revenu de base sur leur territoire. En voici quelques extraits. Pourquoi nous allons tester le revenu universel dans nos départements? Nous, qui gérons le revenu de solidarité active, nous mesurons tous les jours le rôle essentiel d'un filet de sécurité contre la grande pauvreté, mais aussi ses limites. Sa complexité et celle de l'ensemble des minima sociaux engendre du non-recours. Plus de 30% de ceux qui ont droit au RSA n'en font pas la demande. Des ruptures de droit, des indus.
le RSA échoue à vaincre la pauvreté, qui frappe près de 9 millions de personnes en France et suscite la stigmatisation de ceux qui le perçoivent. En première ligne sur la question sociale, nous sommes les témoins des profondes mutations qui affectent la société. L'intensification et la diversification de la précarité, l'éclatement du salariat, l'érosion des liens sociaux et même la perte d'estime de soi. Nous savons que l'accès à l'emploi reste une marche essentielle vers la dignité et l'insertion sociale. Refusant la résignation, nous voulons être offensifs, nous voulons innover socialement et redonner du sens à un projet de société. Le revenu de base n'est pas le fossoyeur de la valeur travail. Le revenu de base renouvelle une ambition universelle, celle qui a fondé la création du revenu minimum d'insertion en 1988, garantir un revenu socle pour tous. Le revenu de base ne se réduit pas à une simple allocation de ressources, mais il pose de fait la question de l'autonomie du citoyen, son rapport au travail, son engagement dans la société, sa vie familiale. Le revenu de base n'est pas le fossoyeur de la valeur travail, il est au contraire, pour celles et ceux qui passent à travers les mailles du filet de toutes les politiques publiques, une opportunité de reprendre le chemin de l'emploi.